Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Nouvelle violence en RCA. Au moins 12 personnes ont été tuées à Bria, poussant la population à manifester devant la MINUSCA. En Angola, Eduardo dos Santos prend définitivement sa retraite politique. Il quittera demain la direction du parti au pouvoir. L'Iran, la Turquie et la Russie d'accord pour régler la crise syrienne. Ils en ont fait l'annonce ce vendredi à Téhéran. Bonsoir. En République centrafricaine, au moins 12 personnes ont été tuées dans de nouvelles violences à Bria, dans le centre-est du pays. Ce regain de tension a provoqué la colère des déplacés du site de PK13. Pour en savoir plus, rejoignons sans plus tarder notre correspondant Freeman Sipila Bangui. Justement, 12 morts dont 10 femmes dans cette nouvelle tuerie qui a eu lieu aux alentours du site des déplacés de PK3, selon des sources locales contactées par VOA Afrique. Ces personnes ont été tuées par des ex-Séléka en représailles à une attaque jeudi contre un de leurs convois par des anti-Balaka à 7 km de la ville sur l'axe Ipi. Les mêmes sources affirment que les victimes étaient des déplacés du site de PK3. Exaspérés par ces assassinats, plusieurs centaines de déplacés ont manifesté ce matin, transportant les 12 cadavres devant la base de la MINUSCA pour dénoncer la passivité des casques bleus. Les manifestants qui scandaient des slogans hostiles aux soldats onusiens ont été dispersés par du gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles. Une autre source humanitaire a indiqué que des blessés des événements de jeudi à vendredi sont pris en charge par Médecins sans frontières et International Medical Corps. Ce soir, le calme est revenu sur le site des déplacés, alors que la tension reste encore palpable dans la ville où ex-Séléka et anti-Balaka s'affrontent régulièrement depuis fin août. Bangui n'a pas encore réagi à cette flambée de violence, même si la MINUSCA, la force de l'ONU, a indiqué que cette tuerie était l'œuvre d'une bande armée non encore connue. Freeman Sipila pour VOA Afrique, Bangui. Autre lieu, autre actualité, on l'a appris ce soir, le président malgache Heri Rajoelinarimampianina a présenté ce soir sa démission pour, conformément à la constitution du pays, engager sa campagne pour un deuxième mandat à l'élection prévue à la fin de l'année. Cher peuple, le moment est venu pour moi de démissionner conformément à la constitution. J'ai déposé aujourd'hui à la Haute Cour constitutionnelle une demande d'officialisation de cette démission, a-t-il déclaré lors d'un bref discours télévisé. Élu en 2013 à l'issue d'une longue période d'instabilité politique, M. Rajoelinarimampianina est vivement contesté depuis quelques mois par ses rivaux qui l'accusent de vouloir les faire taire. L'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, 76 ans, prend demain et définitivement sa retraite politique en cédant la direction du parti au pouvoir à son successeur João Lourenço. À la fin d'un règne absolu entamé en 1979, M. dos Santos, malade, avait exprimé le souhait de quitter le pouvoir en douceur à contre-pied de nombre de ses collègues africains. Il avait toutefois gardé la direction du MPLA, le tout-puissant mouvement populaire pour la libération de l'Angola, jusque-là considéré comme le véritable siège. On écoute le bilan des 38 ans de règne de dos Santos. Eric Manirakiza a joint Raoul Danda à Luanda. Il est député et vice-président de l'UNITA. Monsieur dos Santos a été au pouvoir pendant 38 ans. Il laisse un pays très pauvre avec quelque peu de gens qui se sont enrichis,
qui ont fait beaucoup d'argent, un pays qui manque de tout, un pays là où la santé, le système de santé est très mauvais, un pays là où l'éducation est très mauvaise, un pays qui avait toutes les chances pour se développer et que jusqu'à présent n'a connu que le développement entre guillemets de certaines personnes, surtout de son entourage. On nous laisse un pays dont la corruption est vraiment très très élevée. Bref, on a un pays vraiment là où on doit faire beaucoup de choses pour qu'on puisse parvenir à des niveaux acceptables, parce que c'est un pays riche dont la population est vraiment très 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 pauvre. Il est vrai que pendant cette période, ce temps de Santos à négocier la paix, il y a un pays où la guerre est finie, hormis le problème du Cabinda, parce qu'il y a encore un conflit au Cabinda, conflit armé bien sûr, mais surtout un conflit politique. Au moins 80 morts ont été enregistrés depuis bientôt un an dans une série d'attaques à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Au départ, les habitants de la région avaient accusé un groupe islamiste armé. Mais cette violence peut être liée à l'extrême pauvreté dans une région qui abrite pourtant d'énormes richesses. Amancho Miguel et Abouchakour Aboud, journalistes de la VOA, se sont rendus à Cabo Delgado. Le reportage est rendu ici par Lionel Gaïma. À la tombée de la nuit, les habitants de nombreux villages de Cabo Delgado se terrent chez eux. D'autres vont se réfugier chez des parents dans les localités voisines. C'est le règne de la peur depuis le début de la flambée de violence et des raids nocturnes meurtriers. Ces attaques ont commencé en octobre dernier et ont fait au moins 80 morts. Elles n'ont jamais été revendiquées. Les villageois accusent une bande de jeunes surnommés des Chebab qui n'ont rien à voir avec le groupe djihadiste du même nom en Somalie. Nous entendons dire qu'ils sont des Chebab ou des membres de gang. Pour dire la vérité, c'est une situation terrible parce que nous ne savons pas qui sont derrière ces attaques. Le président Philippe Nyusi a déployé des forces spéciales promettant de ramener les auteurs en justice. Malgré tout, ce 14 août, il y a eu une autre attaque. L'agence Bloomberg venait de rapporter que les forces de sécurité avaient tué 4 suspects et arrêté un des leaders. Ces affirmations n'ont pu être confirmées par une source indépendante. De l'avis du prêtre Don Luis Fernando Lisboa du diocèse de Pemba, ces attaques n'ont pas de motivation religieuse. Ces attaques n'ont pas ciblé les chrétiens. Elles étaient dirigées contre des citoyens. Des chrétiens, musulmans et même des animistes ont été tués. Nous n'avons pas de problème religieux. La pauvreté, le manque d'argent peuvent aussi alimenter la violence, d'après Thomas Vieira Mario, qui dirige une ONG de développement nommée Sekelekani. Les causes principales ne sont pas clairement déterminées, mais certainement la pauvreté est l'une des raisons. D'après la Banque mondiale, près de la moitié de 29 millions de Mozambicains vivent dans la pauvreté. Dans la province de Cabo Delgado, beaucoup survivent grâce à l'agriculture ou la pêche. Très peu ont accès à l'électricité et l'eau courante. Pourtant, le sous-sol est très riche en ressources minières. En dehors des rubis et d'autres pierres précieuses, la province a aussi des plus grandes réserves mondiales de gaz naturel, le plus grand gisement de plomb utilisé en électronique et pour la fabrication de l'acier. Les habitants de la province espéraient que l'extraction du gaz et des minerais allait améliorer leur vie. Pour l'instant, ils attendent toujours. En RDC, la Commission électorale nationale indépendante a commencé l'affichage des listes provisoires des électeurs. La CENI entend ainsi, selon elle, mettre fin à l'intoxication concernant des électeurs sans empreinte digitale à moins de 4 mois des scrutins importants dans le pays. Ces listes sont affichées aux endroits où les électeurs s'étaient fait enregistrer en 2017, ont constaté des journalistes ce vendredi à Kinshasa. En mai, l'Organisation internationale de la francophonie avait identifié plusieurs millions d'électeurs sans empreinte digitale sur le fichier électoral qui recense quelques 40 millions d'inscrits au total.
En Côte d'Ivoire, la réforme de la commission électorale indépendante ne se fera pas avant les élections municipales du 13 octobre. Ces élections ne seront pas reportées comme le souhaitait l'opposition. Ces décisions prises par le président Alassane Ouattara ne plaisent pas du tout à l'opposition. Lors d'une rencontre avec le président Ouattara le 8 août dernier, Henri Konan Bédié, leader du PDCI et ex-allié de la coalition au pouvoir, avait pourtant annoncé avoir reçu du président ivoirien l'engagement concernant une restructuration de la commission électorale indépendante avant les élections locales. Le PDCI estime que la commission électorale indépendante est sous les ordres de la présidence. Restons en Côte d'Ivoire pour parler de la noix de cajou. La filière est dans la tourmente, employant environ 450 000 producteurs. Elle constitue une source importante de croissance économique. Mais au début de cette année, des centaines de camions chargés de noix attendaient preneurs devant les entrepôts des exportateurs à Abidjan et Kiabadou. Ces femmes en Côte d'Ivoire dépendent du secteur de la noix de cajou pour leurs revenus. Leur activité est mise à mal car les prix ont chuté de moitié depuis mars et près de 100 personnes travaillant dans cette entreprise sont sur le point de perdre leur emploi. Mal. Ils disent l'anacarde se porte mal parce que les années passées, l'anacarde a été bien achetée. Et nous qui sommes les producteurs, là, on a vraiment bénéficié de nos retombées. Mais il faut dire que cette année-là, c'est vrai, le prix a été fixé à 500 francs, Bosch. Mais je vous assure, depuis février, mars, avril, aujourd'hui, on rencontre. C'est-à-dire qu'on ne rencontre plus même les partenaires, parce que tout le monde est parti. Donc seulement que les acheteurs véreux qui viennent nous pratiquer un prix dérisoire, c'est-à-dire 250, 200 francs, Bosch, malgré que nous faisons la qualité. Les producteurs et exportateurs de noix de cajou de Côte d'Ivoire constatent une chute des prix sur un marché qui dépend en grande partie des acheteurs étrangers. Malheureusement, que deux clients, le Vietnam qui nous prend globalement 70% de nos exportations et l'Inde qui nous prend autour de 28% de nos exportations et le Brésil qui prend de façon marginale 2%. Alors vous voyez donc c'est un marché qui est extrêmement étroit et lorsqu'il y a des difficultés dans un pays comme le Vietnam, ce qui est le cas aujourd'hui, alors ça impacte négativement notre commercialisation et donc les exportations en particulier. Malgré l'intérêt général dans le monde pour le beurre et le lait de noix, les consommateurs sont découragés par les récentes hausses des prix de ces produits. Près de 160 000 tonnes de noix de cajou attendent preneurs dans les entrepôts ivoiriens. Les planteurs craignent de perdre le fruit de leur labeur. Certains envisagent même de passer à d'autres cultures si l'impasse actuelle persiste. L'Iran, la Turquie et la Russie sont convenus à Téhéran de régler ensemble le sort de la province rebelle syrienne d'Idlib. C'est ce qui ressort du communiqué officiel de ce sommet sur la Syrie à Téhéran. Abdourahmane Dia. Réunis en sommet dans la capitale iranienne, les présidents de ces trois pays ont décidé de régler la question d'Idlib dans l'esprit de coopération lancé par Moscou, Ankara et Téhéran pour tenter de ramener la paix en Syrie. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la discussion a porté sur des mesures concrètes pour une stabilisation par étapes à Idlib, prévoyant notamment la possibilité de passer un accord avec ceux qui sont prêts au dialogue. Nous espérons que les groupes terroristes auront du bon sens d'arrêter de résister et de déposer les armes. L'hôte de la rencontre, l'Iranien Hassan Rouhani, met en cause la présence américaine en Syrie. La présence illégale et l'intervention des Américains en Syrie, qui a contribué à la persistance de l'instabilité, doivent prendre fin immédiatement. La lutte contre le terrorisme à Idlib est indispensable dans la mission consistant à ramener la paix et la stabilité en Syrie. Mais ce combat ne doit pas léser les civils. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde contre un bain de sang en cas d'offensive du régime syrien sur la province rebelle d'Idlib. Et justement sur place, les civils se préparent au pire
et pointe plutôt du doigt le régime syrien et son allié russe. Les Russes disent que les terroristes sont les auteurs des attaques. Mais tout le monde sait que la Russie et Bachar al-Assad vont nous attaquer avec des armes chimiques. Hassan Rouhani, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont retrouvés au moment où la situation à Idlib préoccupe la communauté internationale qui redoute un désastre humanitaire. Une offensive des forces syriennes semble imminente dans ce dernier bastion rebelle. Washington a pour sa part mis en garde le régime syrien contre toute utilisation d'armes chimiques à Idlib. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. De l'art pur, c'est ainsi que Scola Namwa qualifie ses costumes. Nous irons à la découverte de cette créatrice kenyane. Des huiles essentielles, vous en avez peut-être entendu parler. Au Rwanda, une organisation a décidé de se lancer dans le secteur. Et puis un sport football plein feu sur la CAN 2019. La deuxième journée des éliminatoires se joue ce week-end. Un rendez-vous que vous attendez tous les vendredis, celui de Culture Hebdo, et c'est avec Roger Munto. Roger, bonsoir. Bonsoir, John. Bienvenue. Et la mode a droit de citer à New York avec la New York Fashion Week. Évidemment, John, on pensait que la Fashion Week new-yorkaise était en perte de vitesse depuis 2 saisons. Pas du tout vrai. La saison de défilé a débuté jeudi 6 septembre et prendra fin le 13 septembre. Le créateur américain Tom Ford a présenté mercredi une collection plus sobre que d'ordinaire en ouverture de cette Fashion Week. Plaçons au second plan le glamour choc qu'il affectionne. Après des détours par Londres et Los Angeles, Tom Ford semble aujourd'hui bien ancré dans le calendrier de la Fashion Week new-yorkaise qu'il a ouvert pour la 3e fois d'affilée. Et bien sûr, Rihanna, parce que ça ne sera pas seulement Tom Ford, mais Rihanna aussi clôturera la semaine. John, elle vole aujourd'hui de ses propres ailes. La célèbre Barbadienne a choisi Brooklyn pour présenter le tout premier défilé de sa marque de lingerie Savage X Fenty. Prévenu dans un lieu encore tenu secret, le show promet d'être électrique. À l'image de Rihanna, bien sûr, ce sera la première fois qu'elle présentera une collection en solo sans collaborer avec Puma. À noter que les pièces seront disponibles immédiatement après le show sur savagex.com. Puis dans un pop-up new-yorkais, cet événement très attendu aura lieu mercredi 12 septembre à 19h30 et clôturera cette semaine de la mode outre-Atlantique. John, mauvaise nouvelle pour les amoureux du petit écran. Le monde du cinéma américain est en deuil. L'acteur américain Burt Reynolds, vedette d'Hollywood dans les années 70 et 80, est mort ce jeudi 6 septembre à l'âge de 92 ans. Le comédien né en 1936 était particulièrement connu pour son rôle dans Délivrance en 1972 aux côtés de John Boy et avait également aussi donné la réplique à Mark Wahlberg dans le film de Paul Thomas Anderson Boogie Night en 1997. Burt Reynolds est décédé dans un hôpital en Floride. L'acteur ayant débuté sa carrière à la fin des années 50 était aussi passé derrière la caméra réalisant plusieurs films dans les années 70 et 80. En 1998, Burt Reynolds est nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour
son interprétation de Jack Horner, un producteur de films pornographiques, dans le long métrage Boogie Nights. Paix à l'âme du disparu. Donc, Roger, tu nous proposes aussi une poétesse congolaise, pas comme les autres. Oui, elle s'appelle Yolande Elébé Madembo. C'est une femme de lettres, poétesse congolaise. Elle a grandi au milieu de livres, de journaux et aussi de la poésie. Elle fut initiée dès son plus jeune âge par son défunt père à l'écriture et à la philosophie. Elle est l'auteure de recueils de poèmes, Le Bictari, paru en 2015. Et elle vient de publier son deuxième recueil de poésie, Divagation féministe. Yolande organise annuellement une journée de formation, réflexion et débat autour de thèmes divers liés à la promotion et l'édification de la femme congolaise. Je voulais aussi que ça puisse avoir un côté didactique. Il y a dans les textes, par exemple, il y a un texte qui parle de la femme stérile, il y a un texte qui parle de la femme battue, il y a un texte qui parle de l'inceste et de la pédophilie. Il y a un texte sur la divorcée, un texte sur ce que j'appelle les femmes orchestres, les femmes qui sont chefs de famille. Et donc, il y a tout ça. Il y a tout ça qui fait que, pour moi, c'est des sujets dont on ne parle pas assez. Et donc, mon credo, c'est que les femmes puissent poser des mots sur leur silence. Rien de plus magique qu'une feuille blanche. Elle est comme une femme qui se donne, comme une histoire qui vous appelle, un roman, un poème en quête d'éternité. J'adore ces poèmes. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Voilà, Roger, vous n'aviez pas fini avec la culture. Pas du tout, en tout cas. Revenons sur la mode. Cette fois au Kenya, Scola Namwai, John, vous l'avez annoncé, n'a jamais voulu confectionner des vêtements ordinaires pour des personnes originaires du Kenya. Cette créatrice de costumes et de garde-robe en herbe affirme que son travail devrait être considéré comme de l'art pur. Découverte avec Irénée Herman Ongbo. Scola Namwai est l'une des plus talentueuses créatrices de costumes de Nairobi. Sa motivation est de changer la façon dont les gens conçoivent la mode au Kenya. La plupart des choses que je fais, je les fais essentiellement à partir de zéro. Je peins, je dessine mes impressions et j'en peins certaines. C'est très personnel et tout a une source d'inspiration. Je ne me lève pas le matin et copie les magazines. Il y a une histoire derrière chacune de mes créations. La jeune femme de 28 ans tire son inspiration de vraies histoires et aussi de fantasmes pour créer des costumes complexes, notamment pour des occasions spéciales, des représentations théâtrales et plus récemment des films. Cette robe particulière a été inspirée de Wangari Maathai, environnementaliste, lauréate du prix Nobel, et de son amour pour la nature. Elle était l'une des meilleures candidates au concours Miss Monde 2016. Elle aime tellement les arbres que chaque fois qu'elle était d'humeur à les célébrer, elle plantait un nouvel arbre. Et elle ne plantait pas n'importe quel arbre. Elle ne plantait qu'un arbre appelé la flamme Nandi. La flamme Nandi est un arbre indigène qui a ce beau rouge orange avec des fleurs jaunâtres quand l'arbre est en fleurs. On dirait des flammes. Donc c'est de là que j'ai trouvé mon inspiration pour nommer ma collection Fleurs du Nandi. Flamme. Voilà l'histoire des robes que j'ai faites. Et si vous les regardez, elles ressemblent à du feu. Elles sont flamboyantes. L'originalité et la créativité de Scola Namwai l'ont imposé à la tête de l'équipe de création de costumes du film kenyan primé Super Modo, qui raconte l'histoire d'une fille dont le seul rêve était de devenir une super-héroïne. Pour Namwai, travailler sur le film était un rêve d'enfance devenu réalité.
Depuis que j'étais au lycée, j'aimais créer des motifs à partir de t-shirts et de tissus à la maison. Ma mère était une couturière et chaque fois après l'école, nous allions là où elle travaillait et je collectionnais des bouts de tissu et en faisais des robes pour ma poupée. Namoué dit que ses créations ne sont pas que des vêtements, mais de l'art. Interrogée sur la personne pour qui elle a de l'admiration dans l'univers de la mode, elle répond Gopei, la célèbre créatrice chinoise qui a confectionné la robe Met Gala Omelette 2015 de Rihanna. Lui, il a l'art de nous donner des informations en sport. Yacouba Ouedraogo est dans ce studio. Yacouba, vous nous parlez de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, une deuxième journée qui s'annonce déjà décisive pour certaines équipes. Le Sénégal part favori devant Madagascar. Il ne devrait pas non plus avoir du souci pour le Maroc à domicile après une défaite initiale 0-1 au Cameroun. Les Lions de l'Atlas affrontent le Malawi. Et puis déjà qualifiés en tant que pays hôte, les Lions indomptables se rendront pour leur part aux Comores. L'occasion de voir le nouveau sélectionneur Clarence Seedorf en action donc pour la première fois. Par contre, dominé à domicile par la Guinée, la Côte d'Ivoire est déjà dos au mur. Les éléphants devront réagir à Kigali devant le Rwanda. Autre grande nation en péril, le Nigeria. Victor Moses a annoncé sa retraite, mais le groupe a de quoi s'imposer devant les Seychelles. L'Égypte, elle, a l'occasion de se rattraper face au Niger. Ici, aux États-Unis, le nouveau sélectionneur des Team USA sera nommé avant la fin de l'année. L'annonce a été faite par le manager général de l'équipe américaine qui, lors d'un point de presse avant le match entre les États-Unis et le Brésil à New Jersey, justement, en conférence de presse, le capitaine du Brésil, Neymar Junior, a déclaré vouloir reconquérir ses fans après le mondial catastrophique. Suivons-le. Je vais reconquérir mes fans en jouant mieux au foot. Bien sûr, actuellement j'ai plus de responsabilités à cause du brassard de capitaine. Je voudrais encore m'excuser pour ce qui s'est passé en Russie. Perdre est toujours difficile. Nous voulions gagner, mais cela n'a pas été le cas. Nous avons tout fait pour avoir un meilleur résultat, mais hélas. Maintenant, nous devons oublier cela et penser au match de demain. Après Wimbledon, Serena est de nouveau à une marche de l'exploit, vous l'aurez compris. Nous parlons de tennis à l'US Open de New York. Un an seulement après sa maternité, Serena Williams est aux portes d'un 24e sacre majeur qui lui permettrait d'égaler le record absolu de titres en Grand Chelem. En demi-finale, la cadette des sœurs Williams a su classer la Lettonne Anna Sevastova 6-3, 6-0. Et pour le trophée, l'Américaine affrontera à New York Naomi Osaka, première japonaise de l'histoire à atteindre une finale majeure à seulement 20 ans. C'est tout pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Yacouba Ouedraogo. Direction le Festival de Venise pour parler de ce documentaire de Saïd Al-Battal et Djihad Ayoub, deux jeunes réalisateurs syriens qui, dans Still Recording, présentent la nécessité de continuer à vivre et à s'exprimer dans un pays en guerre. Il y avait un but à terme pour nous de porter une caméra et c'est pourquoi nous avons commencé à le faire, car il n'y a toujours pas de médias clandestins efficaces en Syrie. Ils n'y sont pas autorisés à laisser entendre Saïd Al-Battal et d'ajouter que la situation actuelle est plus dangereuse que jamais dans le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée et bon week-end à tous.